Florent, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à Lille pour un exercice que vous faites quand même assez régulièrement, puisque vous allez régulièrement à la rencontre à la fois des actionnaires de Suez et à la fois des Français qui ont envie de placer leur argent. Oui, depuis une dizaine d'années, depuis l'introduction en bourse de Suez. La direction générale avait créé cette équipe de relations actionnaires, relations avec les actionnaires individuels. Et depuis ce moment-là, nous avons, je crois, fait plus de 400 événements en France, en Belgique, Luxembourg et Suisse. Et nous organisons 6 à 7 réunions d'actionnaires dans l'année, au-delà de l'Assemblée générale, bien sûr. Ok. Florent, j'ai regardé les résultats des élections européennes. J'ai vu comme je ne sais pas si je suis qualifié pour commenter les élections européennes. Non, mais j'ai vu comme qui dirait quand même une prise de conscience importante au niveau des populations sur les problématiques de notre planète. Quels sont les défis que nous devons affronter ? Oui, effectivement, indéniablement, le monde actuel connaît de profonds bouleversements. Je les ai mis à l'écran. Il y a des grands défis, bien sûr. Il y a la population qui croît, l'explosion démographique mondiale avec son corollaire l'urbanisation galopante. Alors ça, c'est un défi majeur. Et en termes d'enjeux pour la planète, c'est la raréfaction des ressources. Ressources en eau, ressources naturelles. Autre grand défi, bien sûr que vous connaissez bien, c'est le dérèglement climatique. Et bien sûr, l'enjeu pour nous tous, ça va être de réduire notre empreinte carbone, de réduire donc les émissions de CO2. Troisième défi que vous connaissez bien aussi, qu'on connaît bien aussi les uns et les autres, donc c'est la révolution numérique. Et l'enjeu pour nous, ça va être comme face à ce bouleversement, comment adapter les postes de travail. Ça bouleverse totalement nos habitudes de travailler dans notre société également, donc c'est un enjeu majeur. Et puis j'ai mis en quatrième position aussi ce que ça veut dire au niveau des sociétés. Ce qui veut, effectivement, on est dans une période de croissance démographique, de dérèglement climatique, de révolution numérique. Par rapport à ça, la société, dans son ensemble, et il n'y a pas qu'en France, dans le monde entier, ça entraîne beaucoup de défiance. Et par rapport à ça, l'enjeu, ça va être de réconforter tout le monde, de les réconforter. Et ça se passe essentiellement à travers ce qu'on appelle la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de tous les acteurs. Il faut que tous, les uns et les autres, on œuvre dans ce sens. Autrement dit, ne pas penser que la dernière ligne du compte de résultat, mais prendre en compte l'ensemble des parties prenantes. Des parties prenantes. Alors absolument. justement, on va essayer de voir ce que vous faites en la matière. Déjà, première question, Suez, aujourd'hui, c'est quoi vos métiers ? Alors, Suez se définit, parce qu'effectivement, sous ce nom de Suez, les uns et les autres, on peut se rappeler que c'était un groupe financier. Donc aujourd'hui, Suez se définit avec deux métiers. L'un, c'est la gestion de l'eau, que l'on fait à travers tout le cycle, l'ensemble de la chaîne de valeur. On traite à la fois l'eau potable, on la collecte, on la stocke, on la distribue, le service client, mais également tout ce qui concerne l'eau usée. Donc là aussi, c'est la collecte, c'est le traitement et le retour dans la voie naturelle. On s'occupe également de gestion des déchets. Dans la gestion des déchets, donc c'est tout ce qui est le recyclage, la valorisation des déchets. Et là aussi, on y reviendra. Il y a beaucoup de métiers qui tournent autour de cette gestion des déchets. Alors, j'ajouterais que on s'occupe d'eau, on s'occupe de déchets. On le fait naturellement auprès de deux grandes cibles de clientèle, que sont les collectivités locales, et on le fait également auprès des industriels. Ça, voilà. Ok, donc quand moi je reçois une facture qui vient de chez vous, la négociation du contrat, elle s'est faite avec une collectivité locale. Absolument, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, nous avons des contacts directs
avec les clients finaux à travers nos services de relations clientèle, ça c'est pour le quotidien, mais quand on négocie nos contrats, on les fait effectivement avec des collectivités locales. Ok, si on regarde en termes de chiffres ces deux activités... Alors, je vous ai mis effectivement quelques chiffres à l'écran. Il faut savoir que Suez, comment dire, dans ces métiers, occupe une place de leader. Alors, dans le domaine de l'eau, c'est à peu près 4000 usines qui, à travers le monde, qui sont à la fois des sites de production d'eau potable pour un tiers d'entre eux, ou des sites de traitement des eaux usées pour 2 tiers. D'accord, donc production d'eau potable, c'est en général, on passe on prend une source, on traite l'eau et on la met dans le réseau. Il y a plusieurs modes. Alors effectivement, dans certaines communes, dans certains endroits, c'est un captage, un captage dans le sous-sol. C'est à la limite le cas le plus simple et qui nécessite les traitements les moins élaborés. Mais par exemple, je prends l'exemple de Paris, que nous connaissons bien. À Lille, c'est ça aussi. C'est des prélèvements souvent dans les fleuves, dans les rivières. Et puis là, il y a des traitements un peu plus sophistiqués, parce que la ressource en eau n'est pas de même qualité. Et puis ensuite, vous la distribuez. D'accord, donc ça c'est la production. Et les eaux usées, c'est finalement les stations d'épuration. C'est ce qu'on appelle les stations les STEP, ou les stations de traitement des eaux usées. Alors aussi, un autre indicateur que j'aime bien mettre en avant pour montrer l'importance du groupe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes sur la planète utilisent de l'eau qui est issue d'usines qui ont été construites par le groupe. Donc 1 milliard de personnes utilisent à peu près 10 000 usines de traitement d'eau potable ou traitement d'eau usée qui ont été conçues par le groupe au cours des 50 dernières années. Effectivement, ça ne s'est pas fait en un jour, mais ça montre effectivement l'importance du groupe dans ce métier de la gestion de l'eau. Alors sur la partie déchets, j'imagine que vous les collectez. Sur la partie des déchets, donc là on collecte des déchets, un chiffre. Il y a à peu près 33 millions de personnes sur la Terre dont les déchets sont collectés par le groupe. Et nous avons à peu près 1000 sites de traitement, d'exploitation de ces déchets. Alors traitement, les choses j'imagine ont quand même vachement changé, parce que quand j'étais plus jeune, les déchets, on les mettait dans une décharge et puis basta. Absolument. Autrefois, c'était tout simplement l'enfouissement technique, c'était le mode de traitement privilégié des déchets. Alors évidemment, cet enfouissement technique se faisait selon les règles de l'art, puisque il ne s'agit pas uniquement de le mettre dans une cavité, parce que ces déchets fermentent, créent des jus, etc. Il faut les récolter, donc c'est fait de manière très professionnelle. Néanmoins, c'était de l'enfouissement technique. De plus en plus, on opte pour des filières de valorisation. Et là, il y a 3 grands types de valorisation. Il y a la valorisation énergétique, c'est l'incinération, qui en sous-produit permet de créer de l'énergie, alors c'est l'électricité ou de la vapeur. Autre type de valorisation, c'est ce qu'on appelle la valorisation matière, à partir de déchets. C'est le champ du recyclage, recyclage des plastiques, du fer, des verres, etc. Et la 3e mode de valorisation, c'est ce qu'on appelle la valorisation biologique. Voilà. Ok. Ça, c'est l'état des lieux. Si on regarde un peu les potentiels, je disais, les inquiétudes que l'on avait sur notre planète, sur l'eau et sur les déchets, si on regarde un peu les projections, elles nous donnent quoi? Alors, les projections dans le métier, là on prend le cas du métier de l'eau, on voit que l'enjeu principal, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle Suez s'inscrit au cœur de ce qu'on appelle l'économie circulaire, nous y reviendrons, consiste à préserver la ressource en eau et en permettre l'accès au plus grand nombre. Alors je vous ai mis là aussi à l'écran quelques chiffres. Il faut bien comprendre que les experts estiment qu'à l'horizon 2030, les besoins dans le monde dépasseront 40% des quantités disponibles. Donc c'est pas rien. Aujourd'hui, on va être obligé de réutiliser l'eau. Voilà. Alors après, effectivement, il va falloir aller chercher l'eau. Alors avec le dessalement d'eau de mer, on l'évoque un petit peu plus loin en disant qu'il y aura 2,5 milliards de personnes qui à terme auront de l'eau potable grâce à cette technologie. Mais il s'agira d'économiser de l'eau ou effectivement
il y a une autre technologie que nous on développe, alors pas en France mais dans d'autres pays, qui consiste à potabiliser de l'eau usée. C'est-à-dire que là, c'est pas de l'eau que vous prélevez dans les fleuves, par exemple, ou de l'eau que vous prélevez en mer et que vous dessalez, mais c'est vraiment de l'eau usée qui sort d'une station de traitement des eaux usées. Et après, vous avez donc des filières qui ne sont pas un simple assainissement, qui permettent de repotabiliser l'eau. Et ceci se fait notamment de manière assez massive en Californie, qui aujourd'hui, notamment dans la région de Los Angeles, est vraiment en situation de stress hydrique. On ne le dit pas souvent, mais c'est quelque chose de majeur chez eux. Et cette eau qui a été potabilisée sert notamment pour, dans un premier temps, en irrigation. Mais néanmoins, c'est... Ok, donc là, on est véritablement... On pensait que l'économie circulaire, c'était que les déchets avec le recyclage. L'économie circulaire, ça existe aussi sur l'eau. Elle s'applique également à l'eau. Souvent, effectivement, et on va revenir après, l'économie circulaire, c'est aussi évidemment... à partir des déchets, faire des nouvelles ressources. Donc c'est tout ce que l'on appelle le tri et les recyclages. Mais dans l'eau, la question de la préservation de la ressource et refaire de l'eau potable à partir de l'eau usée se pose également. Les déchets, la croissance de la production de déchets de notre planète va se poursuivre? C'est ce que l'on pense, évidemment. Il y a la croissance démographique qui y participe nécessairement, puis l'élévation du niveau de vie. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a 4 milliards à peu près de tonnes de déchets qui sont produits chaque année sur la planète. Et si ça montre justement que le gisement de matières premières à recycler est énorme. Et on estime que la croissance des déchets va croître de 70% à l'horizon 2030. Oui, donc ça va exploser. Alors, je vois une inquiétude des populations sur l'avenir de la planète. Je vois des problématiques en eau qui se développent, des déchets qui se développent aussi. Quel est le projet stratégique de Suez dans cet environnement-là? Alors, Suez a défini, déjà il y a quelques années, et s'y tient, 4 axes prioritaires de développement. Et dans ces 4 axes prioritaires de développement, les objectifs ambitieux que le groupe s'était fixés se concrétisent année après année. Alors tout d'abord, renforcer l'économie circulaire, on l'a déjà largement évoqué, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans toute notre activité européenne de gestion des déchets, il y a 70% des volumes traités qui sont de fait valorisés, qui ne sont pas enfouis. Donc voilà. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a quelques années, quand je dis il y a une petite dizaine d'années, on était plutôt sur un rapport de 1 pour 1, 50% enfouis, 50% valorisés. Aujourd'hui, à l'échelon européen, on est à 70%. Et un jour, on arrivera à 100%? La vocation, et bien sûr, alors est-ce qu'on y arrivera? L'ambition, en tout cas, elle est là, de faire croître ce pourcentage de manière très forte. Alors, ceci, on le fait tant en valorisation matière qu'en valorisation énergétique. En valorisation matière, donc le fait de créer des nouvelles matières premières à partir de déchets, on a l'ambition de faire croître nos volumes de 20% d'ici 2021, donc d'ici 2 ans. Donc d'accord, donc ça c'est sur le côté économie circulaire. Au niveau de la valorisation énergétique, pareil, l'idée est bien sûr de créer de l'énergie à partir de la valorisation des déchets. Là, à l'horizon 2021, l'objectif que l'on s'est fixé, c'est de faire croître de 10% la production d'énergie renouvelable. Vous voyez, dans chacun de ces thématiques, on se fixe des objectifs à l'horizon de 2021, 2030, et l'idée étant bien sûr de participer pleinement à cette économie circulaire. On regarde les piliers stratégiques, donc on voit l'économie circulaire, la stratégie à l'international? Alors à l'international, le groupe, effectivement, on peut dire que l'ancrage du groupe, autrefois c'est la France, ensuite ça a été l'Europe, et de plus en plus c'est le reste du monde. Aujourd'hui, le reste du monde représente à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Il y a une dizaine d'années, c'était 20%. Donc on a vraiment vocation le groupe de toute façon est taillé de manière mondiale, a un ancrage européen, mais a fait beaucoup d'acquisitions et
et est implanté de plus en plus à travers le monde. Troisième pilier stratégique, des offres intégrées pour les industriels. Alors vous nous aviez dit tout à l'heure que vous aviez deux types de clients, les collectivités locales et les industriels. Ça veut dire qu'il y a un axe majeur sur les industriels? Alors là aussi, c'est un axe fort de notre stratégie. Historiquement, en tout cas dans la gestion de l'eau, le groupe était très orienté vers les collectivités locales. Il faut comprendre que jusqu'à comme quelques années, les collectivités locales représentaient 90% de notre business dans le domaine de l'eau. Nous avons fait une grosse acquisition il y a 2 ans, à la fin de l'année 2017, enfin 1 an et demi plutôt. On a acheté auprès de General Electric leurs activités de gestion de l'eau. Ces activités de gestion de l'eau étaient pour compte de l'industrie, des industriels. Et cette acquisition nous a permis de croître dans cette gestion de l'eau pour le compte des industriels. Donc aujourd'hui, même dans le domaine de l'eau, on fait croître la part des industriels. Dans la gestion des déchets, traditionnellement, 2/3 de l'activité, mais ça c'est lié au volume, se fait avec les industriels. Donc là, évidemment, le groupe continue à se renforcer sur ce segment de clientèle, mais cela vous montre que l'un dans l'autre, gestion d'eau, gestion des déchets, la part de l'industrie augmente. Aujourd'hui, c'est près de 43% de notre activité. Ok, vous avez tout écouté. On va prendre une feuille, interro écrite. Sur le 4e point dont nous n'avons pas parlé. Non, mais alors, je vais te poser la question à la salle. Tiens. Donc, je vois votre 4e point, c'est accélérer le développement de solutions intelligentes dans nos métiers. Donc j'imagine que tout à l'heure vous m'avez parlé du numérique, donc ça doit avoir un lien avec le numérique. Ah bah pleinement, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ce que peut apporter le numérique dans le secteur du déchet? Dans la salle. Comment? Les data? Ah mais vous avez dit l'eau. Moi j'ai posé la question sur les déchets. Le tri en numérique, etc. Alors, vous voyez, oui, ça, c'est un truc qui m'intéresse parce que tout le monde me met du digital, etc. Et les gens, ils sont comme moi. Ils se disent, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Bon, le digital, évidemment, depuis quelques années, irrigue de plus en plus nos métiers et permet notamment d'optimiser l'usage de la ressource. Alors, 2 exemples pour la gestion des déchets, par exemple. On a créé il y a très peu de temps une plateforme qui s'appelle Valo Service. Donc c'est toutes ces technologies de plateforme d'e-commerce qui permettent à nos clients de nous transférer leurs commandes et de gérer les relations avec eux. Alors un autre exemple, effectivement, c'est en matière de collecte. Alors là, tout le monde le comprend bien. C'est-à-dire que les camions de poubelle que l'on voit dans la rue, en fait, sont de plus en plus intelligents. Il y a plein de capteurs, on est capable de tracer leur route. Voilà, il y a beaucoup plus d'informatique embarquée dans les camions et également dans les bennes à ordures, notamment dans ce qui est gestion collective. Bon, il y a des capteurs, des sondes qui permettent d'optimiser le passage de ces camions. D'accord, donc ça veut dire que dans la bonbonne, là où je mets mes bouteilles de verre, il y a une sonde qui dit voilà, c'est le moment de venir la chercher. Absolument. Pour éviter d'envoyer des camions alors qu'il est à moitié vide. Pas le cas pour les poubelles individuelles, mais quand vous avez dans des écoquartiers ou dans certaines municipalités j'ai encore en tête par exemple Barcelone, là où pratiquement tout Barcelone est équipé avec des poubelles mutualisées là qui sont sous terre. Et bien dedans il y a des capteurs qui permettent de connaître le niveau de remplissage de la cuve finalement, et tout ça est transmis donc à des centres de pilotage qui ensuite envoient en temps et heure les camions qu'il faut. Alors au-delà de ça, les camions eux-mêmes, pour la gestion optimisée de leur tournée, ont un maximum d'informatique embarquée, comme on dit. Question, vous avez été introduit en bourse en quelle époque? Alors on a été introduit en bourse en juillet 2008, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Il y a un peu plus de 10 ans, le patron directeur général à l'époque c'était Jean-Louis Chaussade. Jean-Louis Chaussade, absolument, qui est... La stratégie qu'on a, c'est celle de qui? Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'il y a eu un changement de gouvernance chez vous. Oui, il y a une nouvelle gouvernance qui s'est mise en place, qui a été validée lors de l'Assemblée générale du 14 mai dernier. Jean-Louis Chaussade, qui était le directeur général de Suez depuis une quinzaine d'années, dont 10 en tant que société cotée, est devenu donc le président du conseil d'administration. Et une personne, donc Bertrand Camus, qui est un ingénieur de la maison, il travaillait
chez Suez, travaille chez Suez depuis 1994, qui a eu de grandes responsabilités, notamment à l'international, a pris la direction générale du groupe donc le 14 mai dernier. L'un et l'autre, ça s'est fait à l'unanimité des voix du Conseil. Il va présenter, j'imagine, un nouveau plan, il va mettre en place sa stratégie? Oui, absolument. Il a évoqué lors de son discours de présentation à l'Assemblée générale qu'il allait donc lancer un plan 2030, horizon 2030, et il fera une communication au marché au début de l'automne prochain. Ok. Qui est actionnaire de Suez dans la salle? Ok, donc il y a quand même quelques actionnaires de Suez, on va dire 20% de la salle qui est actionnaire de Suez. Les actionnaires individuels, ils pèsent quoi dans le capital? Les actionnaires individuels représentent un petit 6% du capital de Suez. Et avec l'actionnariat salarié qui représente 3,7%, bon, ça fait un peu moins de 10% du capital est détenu par les individuels, les actionnaires individuels et les salariés. Alors, le reste? Alors le reste, et bien sûr nous avons ce qu'on appelle nous les actionnaires stratégiques. Il y a l'actionnaire de référence qui est Engie. Qui ne vendra pas? C'est ce qu'il annonce en tout cas, oui, absolument. Donc 32%. Il y a également la Caixa, qui est donc ce grand groupe bancaire de Catalogne, et qui a près de 6% aussi du capital. C'est un actionnaire très important aussi pour nous, parce que je vous rappelle que nous avons le contrat des eaux de Barcelone, et le fait d'avoir cet actionnaire catalan est important pour nous en termes de partenariat. Et un troisième actionnaire stratégique qui est rentré au capital il y a quelques années, qui est un groupe cimentier italien, le groupe Caltagirone. C'est un groupe familial et qui, au-delà du fait d'être un de nos actionnaires, avec un engagement dans le temps, est aussi un partenaire en affaires puisqu'on lui vend des combustibles de substitution. Des combustibles, des CSR, comme on dit. Ok, vous travaillez dans un métier, l'environnement, qui a le vent en poupe aujourd'hui. Comment les agences, il y a des agences de notation, vous m'avez parlé tout à l'heure des critères RSE, qui jugent les boîtes. Donc vous êtes sur un secteur qui tourne autour de l'environnement. Comment les agences de notation vous jugent selon les critères l'investissement socialement responsable? Oui, alors sur cette thématique, il faut reconnaître, mais là c'est vrai que c'est aussi lié à nos métiers, mais c'est aussi lié à nos performances. Nous avons indéniablement un leadership reconnu par ces grandes agences de notation extra-financière. Nous sommes entrés dans tous les grands indices, vous les avez affichés à l'écran, les indices anglo-saxons, bien sûr, les indices européens, les indices français. Alors, au-delà d'être dans les indices, il faut savoir, et ça, il y a ce qu'on appelle notre rapport intégré qui en donne le détail, nous obtenons d'excellentes notes dans ces indices. Alors, ça montre effectivement qu'en matière de responsabilité sociale et environnementale, le groupe est vertueux. Et donc, pour nous, c'est très important. Alors, c'est pas uniquement des raisons d'affichage. Il faut voir par exemple que pour la première fois de son histoire, ça c'était il y a quelques mois, enfin il y a même un mois je dirais, Suez a choisi d'indexer les conditions financières de son principal crédit syndiqué sur des indicateurs environnementaux. Donc ça nous a permis de... Donc ça veut dire que si vous êtes bon, vous paierez moins cher. Absolument. Le fait d'être bon sur ces indicateurs nous a permis de réduire un tout petit peu la marge d'emprunt de ce crédit syndiqué. On va parler finances quand même un peu, parce que c'est bien de se dire qu'il faut prendre en compte toutes les parties prenantes, mais il faut aussi 2 secondes s'intéresser à la finance. Aujourd'hui, Suez, vous nous avez dit que c'était environ 40% du chiffre d'affaires hors Europe. Si on regarde Suez en quelques chiffres, ça nous donne quoi? Suez en quelques chiffres, l'année dernière, c'était un peu plus de 17 milliards de chiffre d'affaires. C'est 90 000 collaborateurs dans le monde. C'est plus de 450 000 clients industriels et commerciaux. Et, comme vous l'avez dit, c'est 40% du chiffre d'affaires réalisé au grand international. Petite question, vous avez fait un clin d'œil tout à l'heure à l'histoire en disant Suez, on se rappelle la holding. Aujourd'hui, on dit Suez. À une époque, on disait Suez Environnement.
Oui, effectivement, nous sommes l'ancienne division environnement de l'ancien groupe Suez. Pendant un certain nombre d'années, les premières années de notre cotation, nous nous sommes appelés Suez Environnement. Et puis en 2015, nous avons simplifié ce nom en l'appelant Suez, tout simplement. Ça nous a permis d'asseoir cette marque à l'international, cette marque unique. Et ça nous a permis aussi... Marque unique, ça veut dire que ce qu'on connaissait auparavant... Parce qu'avant, ma facture, c'était Lyonnaise des Eaux. Voilà, toutes les marques que vous avez peut-être pu connaître, Lyonnaise des Eaux dans le domaine de l'eau en France, c'était Cita dans la gestion des déchets en France, De Grémont pour toutes les constructions d'usines. Tous ces noms... il y avait Safège pour tout ce qui est bureau d'ingénierie, enfin bon, et puis à l'international, il y avait plein de marques aussi locales. Tous ces noms ont disparu, ont été vraiment disparus au profit de cette marque unique Suez. Alors c'est pas uniquement le fait de simplifier les marques, derrière on en a profité pour préciser notre positionnement autour de ce qu'on a appelé, et ce qu'on vous a appelé, on vous a précisé tout à l'heure, la gestion durable des ressources. Votre positionnement, c'est d'être eau et déchets partout, ou vous avez des positions fortes sur certains créneaux dans certains pays par rapport à d'autres? Oui, l'idée est clairement d'être forte partout. Bon, en pratique, en réalité, dans le domaine de l'eau, le groupe est très présent sur 3 piliers en Europe, géographiquement, la France, l'Espagne et l'Italie. Il y a d'autres pays, notamment les États-Unis, le Chili, qui complètent cet ancrage territorial, mais en matière de gestion de l'eau pour les collectivités locales, c'est plutôt ça. Alors, en matière de gestion des déchets, la présence européenne est très forte, et on a des positions de leader dans les principaux pays européens. Il y a la France, bien sûr, mais par exemple, Royaume-Uni en numéro 4, Belgique, c'est numéro 2. Enfin, la plupart des pays européens, nous avons des positions très fortes. Alors, à l'international aussi, il y a des pays où, en matière de gestion des déchets, le groupe a acquis des positions très fortes. Je pense notamment à l'Australie, et puis à la Chine, dans toute la région de Hong Kong. Notamment. Alors, si on regarde notre vie au quotidien, on voit assez bien la complémentarité entre l'eau et les déchets. Si on raisonne d'un point de vue financier, est-ce que ces métiers sont complémentaires? Parce que, vous me dites si je me plante, mais j'ai le sentiment que les contrats d'eau, notamment quand vous évoquiez tout ce qui est le lien avec les collectivités locales, c'est du temps long. On signe des concessions, on signe pas... Enfin, quand on récupère un marché, j'imagine qu'on ne le récupère pas pour 3 jours. Absolument, c'est vrai que de toute façon le groupe, la stratégie du groupe repose sur un modèle équilibré. Alors équilibré, il y a l'eau, il y a les déchets, il y a la France, le reste du monde, l'international, les clients publics, les clients privés, les industriels, mais il y a aussi la nature de contrat. Et vous avez raison, dans le domaine de l'eau, on est plutôt dans des contrats longs. Pourquoi longs? Parce qu'ils sont capitalistiques. Ils supposent d'investir sur la durée, et c'est ce qu'on appelle des contrats, notamment dans le cadre de contrats de concession ou de contrats régulés. En revanche, dans les déchets, on est plutôt sur la base de contrats de service, qui plus est quand ce sont avec des industriels, et là on est davantage sur des contrats courts, c'est plutôt 3 à 5 ans, donc un renouvellement plus rapide. Ok. La volonté aujourd'hui, très clairement, c'est d'augmenter les industriels? La volonté, très clairement, est effectivement d'accroître la part des industriels. Alors c'est vrai qu'on atteint déjà 43%. Oui, ça pourrait monter à 50-50. Ok. Cette histoire-là, elle a donné quoi en termes de résultats, en termes de croissance au cours des dernières années? Alors, je vous ai affiché un historique depuis l'année, depuis notre introduction en bourse. Donc la première année, c'était l'année de 2009, de fait, de comptes publiés. Et comme vous le voyez, on a dans les différents agrégats, que ce soit le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, le cash flow libre, donc la trésorerie, des taux de croissance moyens de 3 à 4% par an. Alors évidemment, c'est l'idée de notre modèle économique, c'est une croissance pérenne. C'est pas des taux de croissance comme on pourrait en retrouver dans le domaine du luxe ou dans d'autres domaines qui sont peut-être plus cycliques. Bon, nous on est sur des métiers de base, des métiers récurrents, mais néanmoins ces beaux métiers offrent des taux de croissance réguliers
de l'ordre de 3 à 4% au cours des 10 dernières années. Question que se posent les gens qui sont dans la salle, qui sont actionnaires de Suez et qui suivent le groupe. Vous nous montrez là des objectifs, des résultats en termes de croissance qui sont bons. 2018 a été une mauvaise année boursière pour Suez. Alors vous me direz, 2018, ça a été une mauvaise année boursière pour beaucoup de gens. Ouais. Sauf que le problème sur Suez, il n'a pas eu lieu au dernier trimestre. Le cours a fortement baissé au premier trimestre de l'année 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe souvent. On venait de faire, enfin nous avions fait quelques mois auparavant, l'acquisition de GE Water. Et donc, quand cette acquisition s'est faite, le marché a bien réagi, a eu tendance à s'enflammer. Le cours a beaucoup augmenté à ce moment-là. Il y a eu une espèce de phénomène. Et puis après, il faut reconnaître que lors de la clôture de nos comptes, on a passé quelques provisions complémentaires qui n'étaient pas très fortes en montant. Mais à ce moment-là, le marché a douté, en fait. C'est tout simplement ce qui s'est passé. Le marché a douté et a sanctionné très cruellement, de manière assez forte, le groupe. Alors, depuis ce moment-là, il y a eu toute l'année 2018 qui est arrivée. Il y a eu aussi, on va y venir là, les comptes du premier trimestre 2019 qui, de fait, rassurent les marchés, c'est-à-dire l'acquisition que nous avons faite des activités d'eau industrielle de GE Water se révèle très profitable avec des taux de croissance qui sont tout à fait en ligne avec les objectifs qu'on s'était fixés, qui sont des objectifs plutôt de 6 à 7% de croissance organique. Donc là, on montre au marché que cette acquisition se passe bien, que les synergies on les délivre, et le marché, je crois, est rassuré. Quels sont justement les objectifs que vous affichez pour l'exercice 2019? Alors, pour l'exercice 2019, le groupe a annoncé un taux de croissance organique du chiffre d'affaires de 3 à 4%, un taux de croissance organique du résultat d'exploitation, l'EBIT, on appelle ça dans le jargon, de 4 à 5%, et en matière de cash flow libre, donc évidemment le nerf de la guerre, notamment pour financer les investissements et distribuer le dividende, un taux de croissance de 7 à 8%, légèrement donc supérieur à la croissance du chiffre d'affaires et à l'EBIT. Tout ça dans un environnement où le groupe entend préserver sa solidité financière et elle s'exprime par ce ratio d'endettement que l'on souhaite maintenir à 3. Alors il faut savoir que nos groupes, enfin je dis notre groupe dans notre secteur, effectivement nos activités, notamment dans l'eau, sont capitalistiques et donc traditionnellement le montant de la dette est d'un certain niveau. Mais c'est quid de votre politique sur le dividende? Alors, sur le dividende, l'engagement que nous avons pris pour l'année qui vient, c'est de verser 65 centimes d'euros. C'est un engagement. Ça donne quoi d'un point de vue historique, ce 65? Alors, c'est le montant du dividende que nous avons versé chaque année depuis 2008, depuis 10 ans. Donc, nous sommes très réguliers. Nous versons ce dividende de 65 centimes d'euros. Ça représente à peu près 400 millions d'euros que l'on verse à nos actionnaires. Et sur la base du cours actuel, ça offre un rendement légèrement supérieur à 5%. Ok, je rappelle pour les modalités pratiques, parce que c'est toujours important, que l'action Suez, elle est cotée à la Bourse de Paris, que le code usine, pour ceux qui ne sont pas habitués à investir en bourse, c'est un peu le sorte de numéro de sécurité sociale des actions qu'il vaut mieux indiquer sur son ordre, parce que ça permet d'éviter les confusions. Que vous appelez ça, on comprendra tout à l'heure pourquoi je dis ça, vous appartenez au secteur du service des collectivités. Et que le titre Suez, on peut l'acheter aussi bien sur un compte titre ordinaire que sur un PEA. Et on fait, nous, effectivement, la promotion du PEA. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, notamment dans le cadre de sa politique à l'égard des actionnaires individuels, Suez est membre de ce qu'on appelle l'Observatoire des actionnaires d'avenir. On le fait avec Air Liquide, L'Oréal et une dizaine de grands émetteurs. Et nous avons beaucoup œuvré dans le cadre de la loi Pacte pour le développement du PEA jeune. Donc on a été très satisfaits de voir d'abord que les règles du PEA se sont assouplies de manière générale et qui plus est, au niveau du PEA jeune, ça permet aux jeunes
de 16 à 25 ans qui restent fiscalement rattachés à leurs parents, d'ouvrir un PEA. Alors évidemment, ce n'est pas 150 000 euros, c'est 20 000 euros, mais néanmoins, ça leur permet de commencer à prendre le goût des actions et ça permet à notre communauté d'actionnaires individuels de se renouveler et de se rajeunir. Et que tout à l'heure, lors de la prochaine pause, vous répondrez de toutes les questions des actionnaires ou des Voilà. non-actionnaires qui Camille viendraient vous Fauconnier, voir avec qui est Camille Fauconnier, responsable qui est avec nous. actionnaire, et avec moi, tous les deux, on répondra bien Et donc, sûr à l'ensemble de vos questions. On vous applaudit tous les deux. Merci. Merci beaucoup.